Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 avec Michael Elmidoro. Bonjour. Bonjour. On va voir avec vous les grands titres de l'actualité dans quelques instants. Mais au sommaire de cette émission, on parlera d'abord de l'ouverture d'une antenne de la très célèbre École des agricultures. Elle s'est ouverte à Guyancourt. L'inauguration a eu lieu vendredi dernier. Et on va vous parler dans quelques instants avec vous, Fabienne Nisguich. Vous êtes la responsable du campus de cette école. On va ouvrir une grande page cinéma, et c'est pas mal, après tout, on est mercredi. D'abord, il y aura les conseils de Vincent Mirabel, que vous connaissez, qui est un pro et un prof du cinéma, et qui nous donnera toutes les bonnes raisons de regarder ou de revoir ou de voir le très grand film de Jean-Jacques Hano, Stalingrad. Et puis nous recevrons Luc Bocan, qui est le directeur du Ciné 7 d'Elancourt, et avec lui, on s'interrogera sur le fait que les Français ne vont plus au cinéma, les Yvelinois non plus, un peu moins en tout cas qu'ils n'y allaient avant. On vous donnera aussi quelques conseils. C'est vrai qu'il y a encore la pénurie d'essence, ça s'améliore un peu, mais c'est pas fini. Eh bien, avec un instructeur de l'Institut Beltoise qui est à Trappes, on se demandera comment consommer un peu moins d'essence. Et puis, dans quelques minutes, nous serons en ligne avec Xavier Thévenard. Xavier Thévenard a lancé aujourd'hui même son défi sportif et écologique, 250 km autour de Paris, pour sensibiliser à la pratique sportive éco-responsable. Alors, Thévenard ne fait pas que courir, il va sensibiliser les populations et notamment les jeunes sur l'importance du sport au service de la perspective de la protection de la nature. Avec nous aussi Nicolas Dandry. Bonsoir. Désolé, j'étais un peu en retard, j'enfilais la veste. Il y a que des mecs dans cette rédaction ou quoi? Qu'est-ce que vous Les filles sont sur le terrain. Ah voilà, les filles sont sur le terrain et vous êtes dans le fauteuil. Mais avec vous, on va quand même parler d'un truc passionnant, de technologie. Ouais, de technologie et de 5G, parce que durant les championnats du monde de cyclisme sur piste qui ont eu lieu ce week-end à Saint-Quentin en Yvelines, d'ailleurs il y a le paracyclisme qui commence et on va en parler je crois, pendant ces championnats du monde, ils ont testé, Nokia avec ses partenaires a testé l'enceinte sportive connectée, c'est-à-dire que le Vélodrome national était connecté à la 5G et vous allez voir, ça permet beaucoup de choses. Beaucoup de choses, vous allez nous raconter ça dans quelques instants, mais d'abord... Et ça, c'est une grande première pour moi. Je suis ravi de faire ça. Je vais me déguiser en Miss Météo. C'est-à-dire, c'est très, très sexiste de dire Miss Météo. En Monsieur Météo. Pour vous donner la météo de demain. Vous voulez savoir quel temps il va faire? J'espère qu'il va faire beau. Vous allez voir, il fait beau. Il fait beau. Dès le matin, alors, il y a des températures, vous voyez, entre 15 et 20 degrés. Non, 15-16 degrés le matin. C'est pas mal. C'est un peu nuageux le matin. Il y a quelques gouttes quand même. Il faut sortir le parapluie quand même. Ça va, prenez un petit parapluie quand même. Mais vous allez voir, ça va s'améliorer tout au long de la journée. Et l'après-midi, on est dans les 20 degrés. Et puis du soleil un peu partout. Du soleil partout, dans les Yvelines. Donc c'est bien. Une belle balade en forêt peut-être, ou sur l'île de loisirs 50 ans. Ce que vous voulez faire. On n'est que jeudi. Il y a des pour gens, la pause. Qui peuvent éventuellement vous n'êtes pas au courant, mais du soleil. Vous n'êtes pas au courant, mais le jeudi, il y a des gens qui travaillent. Et bien justement, avec vous, Mickaël, on va faire on va voir les titres de l'actualité. Et on commence par l'image du jour. Justement, on en parlait. L'image du jour, c'est le soleil. C'est les images ensoleillées des Yvelines. Et oui, Patrice, des records de température ont été battus cette semaine. Une vingtaine de degrés partout dans les Yvelines avec des ressentis qui vont jusqu'à 25 degrés. Oui. C'est du jamais vu pour un mois d'octobre. Alors, deuxième titre, c'est la grève. Il y avait encore journée de grève, et surtout dans les transports. Comment ça s'est passé alors? Alors aujourd'hui, la circulation a été compliquée dans les secteurs de Trappes, Versailles et Rambouillet avec un conducteur sur deux. La SNCF prévoit un retour progressif à la normale demain sur la plupart des lignes de train au niveau de l'essence. Les files d'attente restent interminables en Île-de-France. Plus de 30% des stations sont à sec. Après 3 semaines de blocage, les grévistes des sites de Total Energy devaient se prononcer ce midi sur la suite de la grève. Verdict, 3 raffineries sont encore en grève. Une raffinerie lève la grève. Alors, une question importante, c'est la cybersécurité. Justement, ce matin, il y a eu l'ouverture d'Horizon Cyber, le rendez-vous francilien sur la cybersécurité. Le but, vulgariser et montrer l'état de la connaissance sur la cybersécurité. Pour Jean-Michel Fourgousse, président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, c'est aussi l'occasion pour les entreprises de se rencontrer pour participer à la meilleure sécurisation de notre territoire.
Il est question que Saint-Quentin soit aussi dans les fers de lance, bien sûr, de l'accompagnement de nos entreprises, de nos chercheurs. Bien sûr, pour protéger, on a 17 000 entreprises, on est là aussi pour les protéger avec nos moyens, bien sûr, et avec toutes les entreprises spécialisées qu'on a la chance d'avoir sur Saint-Quentin. Donc évidemment, ce thème est central. Et les Français doivent comprendre qu'en termes de souveraineté, s'ils veulent garder une souveraineté, il faut que la France ait une force de défense en cybersécurité opérationnelle au meilleur niveau mondial. Organisé par le Hub Cyber and Security de Systématique, l'événement regroupait une centaine de personnes. Alors, il y a eu les mondiaux de cyclisme la fin de la semaine dernière, et là, c'est les mondiaux de paracyclisme qui ouvrent leurs portes demain. Exactement, Patrice. 230 athlètes sont attendus pour tenter de décrocher 61 médailles. Rendez-vous déterminant. Ces championnats du monde sur piste représentent une grande répétition générale avant les Jeux paralympiques de Paris 2024. Ils se dérouleront du jeudi 20 octobre au dimanche 23 octobre. Et l'équipe de France de paracyclisme compte bien rafler des titres avec 18 sportifs engagés. Très bien. Et on reste dans le sport avec Poissy qui est qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France et qui rencontrera Wassel. Oui, ça, je ne sais pas où est Wassel. Mais Wassel, je crois que c'est dans l'est de la France, si je ne me trompe pas. Et le match se tiendra le 30 octobre à 14h30 sur le terrain du club municipal sportif de Wassel. En Seine-Maritime, je me suis complètement trompé, Seine-Maritime, les Pissiaquais affronteront les Océliens qui évoluent en National 3 en cas de qualification pour le 8e tour. Ce sera un déplacement face au vainqueur du match US TT Game FC Loun Plage. Vous connaissez ces clubs, bien sûr. Oui, absolument. C'est encore les amateurs. C'est ça, c'est encore les amateurs. Mais on monte progressivement au niveau, effectivement. Absolument. Je rappelle que Versailles, l'un des clubs phares, a été éliminé face au Red Star, une belle équipe, une équipe de même niveau, de national. Alors, on a eu l'image du jour, c'était le soleil. Quel est le chiffre du jour ? Cela représente l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Il permet à l'exécutif d'adopter directement un texte de loi sans concerter l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne, la première ministre, a décidé d'y recourir suite aux multiples débats sans résultat de cette semaine. Les députés n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le projet de loi de finances 2023. Au total, 3400 amendements ont été déposés par l'opposition. Eh bien justement, puisque vous parlez du 49.3, on va en parler avec Charles Rodwell, qui est député de la première circonscription des Yvelines, député Renaissance. Charles Rodwell, bonjour. Je voudrais savoir d'abord, qu'est-ce que c'est cette procédure du 49.3 ? Avant chaque outil qu'on utilise, il faut un budget pour la France en l'année 2023. Aujourd'hui, nous devons consolider ou mettre en ensemble deux priorités qui ont été mises en avant par le gouvernement et par notre majorité depuis plusieurs semaines. 1, la protection des Français. 2, le rétablissement de nos finances publiques, qui est aussi en fait finalement une forme de protection parce que on veut qu'il y ait le moins de dettes possible qui pèse sur les générations futures et on veut reconstituer notre trésorerie, si je puis dire, publique pour faire face à des chocs futurs qui pourraient advenir. L'idée de ce projet de loi de finances 2023, c'est de garantir un budget qui soit solide pour nous donner les moyens financiers de répondre à ces deux objectifs. Tant pour les ménages, avec notamment le bouclier tarifaire qui va protéger l'ensemble des ménages en France, mais c'est aussi protéger nos entreprises, notamment nos plus petites entreprises, et bien sûr tout le travail qu'on fait aujourd'hui pour limiter le choc sur les collectivités locales dans le cadre de cette crise énergétique. Mais alors, qu'est-ce qui a rendu cette utilisation du 49.3, à votre sens, nécessaire ? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que du côté de la majorité et du côté de certaines oppositions, il y a vraiment une volonté de co-construire ensemble. Des députés qui ont vraiment d'excellentes propositions pour améliorer le texte, tant sur la protection que sur la dépense publique. Mais ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a malheureusement une partie des oppositions qui veut vraiment jouer le blocage, le Rassemblement national et une grande partie de la NUPES. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas jouer ce projet de loi de finances 2023 sur un coup de dé. Le 49.3, c'est un outil comme un autre qui existe, qui a des moyens limités, que le gouvernement ne peut pas utiliser à tort et à travers, il ne peut utiliser que sur certains textes, pour faire passer notamment le budget pour la France, pour protéger les Français et pour réduire la dépense publique. Alors, quel texte doit être soumis au 49.3 ? Est-ce que c'est le texte initial du budget qui a été présenté par le gouvernement ou est-ce que c'est un texte qui doit comprendre les amendements qui ont déjà été votés ?
Revenir au texte initial, ce serait finalement annuler toutes les heures que nous avons eues de débat dans l'hémicycle. Et je peux vous dire, alors, souvent on partage les moments de combat, de cris, mais j'encourage vraiment chacun d'entre ceux qui nous regardent actuellement d'aller voir sur le site de l'Assemblée nationale tous les débats de fond qu'on a eus sur beaucoup de questions. La fiscalité, l'accompagnement des entreprises, l'accompagnement des agriculteurs hier soir pendant un très long moment, sur lequel parfois il y a des oppositions fortes, d'autres sur lesquelles il y a un consensus. Et donc, il serait illogique, il ne serait pas logique que le gouvernement ignore la plupart des modifications qu'on a fait sur ce texte. Il y a des modifications très saines apportées par l'Assemblée nationale sur ce texte qui l'améliore de manière très concrète et de manière très forte. C'est la raison pour laquelle je soutiens tout à fait Bruno Le Maire et Gabriel Attal lorsqu'ils expliquent que oui, le texte qui sera présenté en 49.3 sera un texte qui aura été modifié par nos débats à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Charles Ordoual, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de la première circonscription des Yvelines. Puis on vous recontactera peut-être d'ici quelques jours pour la motion de censure, parce que je pense que c'est la suite logique de l'utilisation du 49.3. Nicolas Dondry, vous avez l'air heureux, émerveillé. Ah ouais, émerveillé par parce que les technologies cinquantinoises, effectivement. Cinquantinoises et plus particulièrement, disons, on va élargir Saint-Quentin, ça va jusqu'au plateau de Saclay, puisque Nokia c'est plus largement installé aussi sur le plateau de Saclay. Et on va revenir sur les championnats du monde de cyclisme sur piste. Durant 5 jours, la compétition, le Vélodrome national s'est transformé en enceinte sportive connectée. C'est dans le cadre du projet de Stadium Lab. C'est un projet qui est mené par Nokia. Nokia, vous savez, c'est une multinationale spécialisée dans les télécommunications et notamment dans le déploiement du réseau en 5G. C'est suédois, c'est finlandais. Et l'objectif de Nokia et ses partenaires, c'est d'améliorer l'expérience des spectateurs dans les stades, mais aussi des téléspectateurs devant leur télévision. Et à ce propos, on écoute Stéphane Holbert, le directeur des partenariats Europe chez Nokia. Il nous explique comment fonctionne tout cela. D'accord. On déploie un réseau 5G privé. Donc c'est un serveur qui correspond à un réseau mobile où un opérateur gère des millions d'abonnés. Et ici, on gère quelques milliers d'abonnés, comme vous pouvez voir sur la salle technique. On déploie ensuite des small cells, des petites cellules. On en a 3 sur le site qui font dans les ondes millimétriques qui permettent d'accéder à des très très hauts débits pour de la télé à 4K, 8K, mais également des latences très faibles pour pouvoir piloter en temps réel ces images et avoir cette précision et cette immersion totale. Alors là, on vient de voir toutes les technologies qui permettent la connexion en 5G au sein du Vélodrome. Grâce à la 5G, écoutez, par exemple, les journalistes photographes qui sont présents sur l'événement, qui photographient les pistards sur la piste. On va prendre l'exemple d'un journaliste de l'agence de France Presse. Dès qu'il prend sa photo, il peut directement l'envoyer et mettre la photo à disposition à l'agence grâce à la 5G. Autre chose qui est possible, c'est pour les téléspectateurs qui sont dans les tribunes. Les spectateurs dans les tribunes. Ils vont devenir des téléspectateurs. Pas confondre, parce qu'on y reviendra dessus, des téléspectateurs après. Alors pour les spectateurs en tribune qui sont dans le Vélodrome, grâce à leur smartphone, ils se connectent à la 5G, ils ont accès à une application qui s'appelle Vogo. Et grâce à cette application, ils peuvent choisir l'angle de vue de la course qui est en train de se dérouler sous vos yeux. Donc c'est-à-dire si vous voulez des précisions... Fabien, je vous fais intervenir là-dessus, mais c'est marrant parce que finalement les gens ils vont aller voir un spectacle et puis ils vont être sur leur smartphone. C'est quand même étonnant, non ? Comme les étudiants à la pause. Mais finalement c'est l'amélioration de l'expérience de spectateur. Et tout ça, vous y pensez, Patrice, on est dans les perspectives des Jeux Olympiques. Bien sûr. Voilà, c'est améliorer ce spectacle. Non, mais je veux dire simplement, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on est à la fois dans la vie et sur les écrans en même temps aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est intéressant. On a déjà accès. Vous voyez, par exemple, pour le Tour de France, les spectateurs qui sont en bord de route, aujourd'hui, on sait que notamment France Télévisions développe une application où on peut choisir la moto. C'est-à-dire qu'on regarde juste la course avec la moto numéro 1 qui est en tête de peloton ou l'arrière de la course. C'est des choses qui existent déjà. Nous-mêmes d'ailleurs, pratiquement. C'est ça, exactement. C'est ce que permet notamment la 5G dans le Vélodrome national. Et donc on écoute encore une fois Stéphane Holbert qui nous décrit un peu tout ce qui est possible de faire autour de cela.
C'est d'amener de nouvelles expériences pour les spectateurs dans la salle, pour pouvoir avoir des prises de vue différentes du direct, pour avoir des ambiances de son, des gradins, du centre de piste en direct et avoir une immersion totale avec ses sportifs préférés. Alors là, on vient donc d'écouter Nokia. Parmi les partenaires avec qui travaille Nokia, eh bien, il y a XD-Motion. XD-Motion, entreprise spécialisée. Je suis fan moi, de XD-Motion. Tout le monde est fan. D'abord, il est ici. Déjà, il est à Coignères, donc pour être précis, il est à Saint-Quentin en Yvelines. Et puis, c'est les innovations dans la captation audiovisuelle. Eh bien, la 5G permet de pousser plus loin encore les innovations dans la captation audiovisuelle. On écoute Benoît Dantan, le fondateur de cette entreprise, qui nous donne 2 exemples de matériel qui ont été utilisés durant ces championnats du monde de cyclisme sur piste. On a des caméras, ce qu'on appelle des remote caméras, toutes simples, qui sont installées dans le stade, qui sont pilotées à distance. Déjà, la 5G nous apporte la fluidité, une latence extrêmement réduite et surtout une grande qualité d'image. En partenariat donc, avec Eurovision et Orange, on a donc décidé de mettre 2 caméras cette fois sur le système X-Fly Cable Cam. Une qui va servir pour effectivement l'intégralité du live et une deuxième innovante en 5G qui est une caméra donc gyrostabilisée, c'est-à-dire que l'image est très stable, avec une caméra 360 degrés qui est retransmise en direct sur l'application d'Orange Event grâce à la 5G de Nokia. Vous avez vu cette cable cam ? C'est formidable. C'est lui qui a inventé ça. Hein. C'est lui qui a inventé ça et puis grâce à la 5G. On le voit partout maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Ça a commencé, je crois, au Stade de France, oui. C'est ça. Et alors là, c'est spécifique parce qu'il y avait 2 caméras sur la cable cam. Dernière chose, et ça, je vous invite à le découvrir parce que le prochain Sky Echo qui est diffusé le 28 novembre, pas ce vendredi, mais le vendredi prochain, on reviendra dessus et vous allez pouvoir découvrir dans ce Sky Echo le dernier outil de XD-Motion. C'est une caméra en 8K. Oui, vous avez bien entendu, Patrice, c'est de la 8K, 360 degrés. Et ça permet, c'est une première. Hein. C'est la 5G qui rend possible cela, de diffuser des images d'une telle qualité, c'était pas possible avant. La 5G le permet. Et ça, c'est un travail avec Orange, pareil, pour donner une autre vision, parce que cette caméra était juste au-dessus de l'aire centrale et vous pouviez voir toute la piste. Image 8K, 360 degrés, c'est vendredi prochain, vendredi 28 novembre dans le Sky Echo. C'est ce qu'on appelle le teasing. Pardon, vendredi prochain, ce sera le 28 octobre. 28 octobre, pardon. Parce vendredi 28 octobre. C'est pas comme ça sera le 28 octobre. Et je vois que vous en gardez un peu sous le coude pour Sky Echo. Ah il en faut. C'est très bien. Teasing. Pardon, Michael, vous vouliez... Un teasing. C'est un teasing, oui, il fait du teasing. Oui, formidable. Alors, on va parler dans un instant avec vous, Fabien Misguich, de l'École supérieure des agricultures. Mais auparavant, on va peut-être un petit peu continuer dans la technologie, si je puis dire, mais dans la technologie de santé, puisque on va aller faire un petit détour par le Chesnay, puisque à l'hôpital du Chesnay, enfin peut-être plus privé du Chesnay, vient d'ouvrir un service de cardiologie de jour avec un scanner tout à fait incroyable. Regardez. L'hôpital privé Parly 2 a son hôpital de jour de cardiologie. Créée depuis le 15 septembre 2022, cette unité de 17 lits prend en charge des examens de type coronarographie ou encore angioplastie coronaire. Cet accueil a reçu son 5e patient le jeudi 13 octobre au Chesnay-Rocancourt. Un des principaux objectifs ayant amené à l'ouverture de ce service d'hôpital de jour est de permettre une fluidification du circuit de prise en charge du patient au sein de la clinique, de permettre aux patients de concentrer ses rendez-vous de prise en charge sur une seule journée. Depuis septembre, l'établissement a fait l'acquisition d'un scanner coronaire de dernière génération, un matériel permettant une acquisition accélérée afin d'éviter les flous liés au mouvement des patients lors d'un examen. Il est très très bon en cardiologie puisqu'en un quart de seconde, on arrive à faire une acquisition sur la totalité des coronaires. C'est un examen qui est peu invasif, qui a une valeur diagnostique très intéressante pour tous les patients de cardio. L'hôpital privé Parly 2 accueille un service de cardiologie et radiologie vasculaire interventionnelle. Cette unité prend en charge les formes les plus sévères d'urgence cardiologique. On a beaucoup de matériel parce que nous, on n'opère pas. Donc tout se passe en percutané, en passant par les artères des jambes. Donc on a énormément de matériel et chaque matériel est dédié au millimètre près qui correspond aux artères qu'on va devoir travailler. Il y a quelques années, une coronarographie, ça se faisait sur 2 jours d'hospitalisation, une angioplastie des fois 3-4 jours. Maintenant, grâce à la technicité du matériel, on peut traiter la plupart des patients en ambulatoire, ce qui permet de limiter les durées d'hospitalisation.
Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde et la deuxième en France après les cancers. Elles sont à l'origine d'environ 140 000 décès par an. C'est un sujet de Julien Leroy que je rappelle est toujours à l'hôpital privé de Paris 2 parce qu'il essaye tous les matériels. Donc Julien, il faut rentrer maintenant, c'est fini. Fabienne Misguich, alors on va parler de cette école supérieure des agricultures. Je dis bien des agricultures parce que ça a été longtemps l'école supérieure de l'agriculture, hein, d'agriculture même. Effectivement, l'école a voulu changer de logo parce que c'est vraiment une école qui s'occupe de toutes les productions, que ce soit les productions végétales, les productions animales, tout ce qui est l'industrie agroalimentaire, mais aussi toutes les questions environnementales. Du coup, on a étendu notre logo aux agricultures et puis on s'intéresse aussi à toutes les problématiques des filières qui veulent travailler en bonne intelligence avec l'environnement. Alors, vous êtes responsable du campus de l'ESA. Je rappelle, et je me rappelle que vous avez une carrière d'enseignante avant l'UVSQ. Tout à fait. Et vous avez rejoint l'ESA. Alors, il faut raconter un bout de cette école qui est assez ancienne. Elle a été créée, je crois, à la fin du 19e siècle, à Angers. Oui. Elle est d'ailleurs, le siège principal est toujours à Angers. Tout à fait. La maison mère reste à Angers. Et donc là, c'est un établissement fille, un campus secondaire qu'on ouvre sur Saint-Quentin, à Guyancourt. C'est ça. Et qui s'appelle l'ESA Paris. Hein. ESA Paris, ouais. Tout à fait. Il y a combien, je crois, à peu près, un peu moins de 3000 étudiants, à peu près, dans les 3000 étudiants 3200 étudiants, donc une cinquantaine de formations et à peu près un tiers d'étudiants qui suivent le diplôme ingénieur. Donc ça, c'est le diplôme historique de l'école. Le diplôme historique, c'est ingénieur agronome. Ingénieur agronome, c'est tout à fait. Combien d'années d'études d'ingénieur agronome ? C'est 5 ans. Donc on recrute les élèves post-bac, en fait, et on les accompagne pendant 5 ans. Alors après, on fait aussi des admissions parallèles. Il y a des élèves qui ont un BTS qui peuvent rejoindre la 3e année. On a des élèves qui ont aussi des licences qui peuvent rejoindre la 4e année. Donc il y a beaucoup de passerelles maintenant dans l'enseignement sup. De toute façon, c'est obligatoire d'avoir des passerelles. Comment ça s'est fait avec Saint-Quentin pourquoi ça a été choisi pour le territoire de Saint-Quentin en Yvelines déjà de votre côté et puis comment ça s'est fait ensuite avec l'agglomération? Alors comme on disait, c'est une école qui a 125 ans, donc tous les ans on étudie ce qu'on appelle les prospects chez nous pour savoir d'où ils viennent et on se rend compte qu'il y en a 30% qui viennent d'Île-de-France. Et en fait on ne concrétise pas avec ces 30%, à la fin on n'en a plus que 5-6% qui viennent à Angers et probablement la principale raison c'est la distance. Donc du coup on décide de venir à eux. Alors il y avait 2 questions dans votre question. Donc, pourquoi Saint-Quentin ? Il y a eu plusieurs... c'est un projet qui a... Il y a eu un appel d'offres ? Non, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Il y a eu un accompagnement avec un cabinet qui est spécialisé dans l'enseignement supérieur. Et donc, ce cabinet a proposé en fait plusieurs sites. Et le site idéal qui est apparu, c'était Saint-Quentin. Il est à la fois proche de Paris, donc on peut appeler ça ESA Paris. Exactement. Et il y a quand même une étendue... Voilà, proche de Paris, proche de Paris-Saclay aussi, et puis l'accueil sur le territoire est formidable. Donc, ceux qui étaient présents à l'inauguration ont pu le constater. Et puis des territoires agricoles aussi, parce que vous n'êtes pas loin de la vallée de Chevreuse, de la plaine de Versailles. Bien sûr. Donc, les Yvelines, vous avez une idée du pourcentage de terres agricoles dans les Yvelines ? Il me semble que c'est 70%. Une cinquantaine de pourcents. Voilà. 50%. Donc, gagné. Un point pour Michael. Donc voilà. L'agriculteur de la rédaction. Et ça, exactement. Combien d'étudiants vous attendez Alors, ici ? C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une plus petite promotion qu'à Angers. À Angers, on tourne autour de 130 jusqu'à 180. Là, c'est des promotions par année pour ingénieur agronome de 50 étudiants. On ouvre aussi un 2e diplôme qui est un bachelor. Donc là, c'est un diplôme en 3 ans en agroécologie et système immunitaire. Oui, parce qu'il y a plusieurs formations. Voilà, comme on duplique 2 formations. Et ce diplôme est nouveau. Pour l'ESA, il a 2 ans. Et donc, 50 par année. Donc, comme on a 2 formations, ça nous fait 100 par année. Et donc, dans 3 ans, on sera à 300. Donc, c'est une école à taille humaine. Et je le disais au début de cet entretien, c'est vrai qu'on peut penser que l'enseignement agricole a beaucoup évolué dans les 20 dernières années. Oui, tout à fait. Alors pourquoi ? Il y a le bien-être animal, il y a l'environnement, enfin il y a des choses dont on... globalement, bien sûr, d'abord il y a plus de bouches à nourrir qu'avant. Il y a moins d'hommes sur le terrain.
il y a eu une réduction des espaces agricoles et en plus il y a les machines qui sont arrivées. Donc l'école, elle s'adapte. On dit souvent que c'est l'école aussi des transitions dans tous les domaines que je vous citais tout à l'heure. Donc en permanence, l'école fait appel à des professionnels pour s'adapter aux filières et aux problématiques des filières. Quels sont les débouchés? Parce que quand vous parlez d'ingénieurs agronomes, moi, je pense directement aux ingénieurs qui travaillent avec, notamment dans les chambres d'agriculture. Il y a des ingénieurs qui sont dans les chambres d'agriculture qui accompagnent les agriculteurs, où il y a aussi l'INRA. Je pense que le bon résumé, alors mon directeur de thèse était ingénieur agronome, il m'avait dit j'ai fait ça parce qu'on m'a dit que ça mènerait à tout. Et donc effectivement, ingénieur agronome, vous pouvez tout faire. Donc ça va de la recherche, ça va à l'innovation, mais aussi dans la production, ça va dans le conseil, mais ça peut faire aussi du marketing, ça peut aller sur les marchés internationaux de négoce, etc. Donc c'est vraiment un métier qui mène à tout. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Oui, tout à fait. Alors, c'est notre première année, donc on a ouvert à la rentrée en septembre 2022. Donc, il nous reste encore des places. Donc là, il faut prendre contact avec, vous connecter sur le site web. Et puis ensuite, surtout, c'est l'année prochaine. Donc, oui, voilà. Mais il y a encore un peu des places. Oui, il y a encore un petit peu des places. Il faut le bac. Oui, il faut le bac. Donc, c'est post-bac. Alors, comme je vous dis, après, on fait des admissions secondaires. Donc, l'année prochaine, avec nos premières années de cette année, qui seront en deuxième année, on sera ravis d'accueillir éventuellement des gens qui souhaitent changer d'orientation. Ça, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, ça apporte une mixité qui est très intéressante. Donc, voilà, si on veut s'inscrire, il y a un site Internet. Site, tout à fait. Je voulais quand même, peut-être pour venir découvrir l'école, on va faire des journées portes ouvertes. Donc, on commence assez tôt, le 15 novembre, avec des journées portes ouvertes virtuelles. Donc, voilà, vous avez la date. Et sinon, en présentiel, le samedi 3 décembre et le samedi 11 février. Donc, le campus est à Guyancourt. Et donc, les portes seront ouvertes pour... c'est bien sur votre site Internet. Oui, c'est ça, les premières. Mais après, les autres, on revient à du présentiel. Voilà, il faut les deux maintenant. Peut-être une dernière question. On voit les tensions qu'il y a sur le marché du travail, mais dans différents secteurs. Est-ce que le secteur agricole est aussi concerné? Alors, je ne parle pas des agriculteurs, parce que ça, on le sait que c'est un véritable problème. Certains agriculteurs qui ont du mal à transmettre leur exploitation, mais dans les secteurs d'ingénierie agricole, est-ce qu'il y a des tensions? Alors, justement, pas du tout. C'est un système qui est extrêmement porteur, avec une très forte employabilité. Je crois que c'est 98% de nos élèves n'ont pas soutenu leur mémoire de fin d'études, qui sont déjà recrutés. Donc, il y a des besoins. Donc, il y a des débouchés. Il y a des besoins d'ingénieurs dans toute la France, et dans ce domaine, évidemment, très porteur. Et c'est très intéressant, parce que pour les stages, c'est la même chose. Les élèves choisissent leur stage, qui est assez rare dans les formations. Et donc, dès que je me déplace quelque part, on me demande est-ce qu'on pourra en avoir en stage? C'est des élèves qui sont très reconnus aussi. Difficulté de recrutement là aussi. Là aussi, oui, c'est vrai que voilà, il y a quand même beaucoup de métiers où on recherche des gens formés, et notamment des gens bien formés, comme ils le peuvent l'être à l'École supérieure des agricultures. Vous viendrez nous en parler de temps en temps. Ça serait bien qu'on fasse une chronique agricole. Avec plaisir. Avec plaisir. Dans cette chaîne. Merci infiniment, Fabienne Misguich. Et donc, voilà, on rappelle l'École supérieure des agricultures. Michael, si je vous dis Véronique Chaplin, ça vous dit quelque chose? Je crois que je vais dire Tibrec. Tibrec, oui. Tibrec. Alors, Tibrec, c'est une association qu'elle a créée. Et, il y a 30 ans environ. Une trentaine d'années, et qui vient à l'aide de jeunes gens, parfois de milieux un peu défavorisés. Pour les initier au sport, ils peuvent rencontrer des sportifs de très haut niveau. Et il y avait une nouvelle édition de Tibrec, c'était en fin de semaine dernière, vendredi dernier. Sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, au absolument, golf. Au golf de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Et Céline Charles et Gabriel Gontier étaient sur place. Un événement solidaire au profit de l'association SOS Gazelle qui soutient les enfants à travers l'éducation, le sport et la santé. Au golf de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, plusieurs activités ont lieu à l'occasion du Tibrec gourmand. Parmi elles, des ateliers multisports à destination des jeunes. 120 élèves de 4 écoles des Yvelines ont été encadrés par des sportifs de haut niveau, des médecins du sport ou encore des athlètes olympiques. Objectif, découvrir toutes les vertus du sport à travers les conseils des professionnels. La boxe, ça génère toujours un peu d'intérêt. C'est en donner, mais surtout pas en prendre. Toujours être capable de se protéger. On nous a appris comment on fait des points et comment on se bat. C'était super amusant. On peut découvrir plusieurs sports
Après, on pourra en faire plus. Enfin, si par exemple, on ne sait pas quel sport faire, après, on peut découvrir et on pourra en choisir. Ça nous fait apprendre aussi des choses. Plusieurs corps de métier étaient également présentés aux enfants. On a répondu présent à SOS Gazelle pour justement présenter ce qu'était notre métier par l'intermédiaire de 4 ateliers. Notre but aujourd'hui, c'est de faire envie à ces enfants pour essayer de les intéresser à ce qu'on fait et pourquoi pas un jour ils fassent partie de nos équipes. Je viens de faire une simulation plutôt sur le K6 je crois, et ça entraîne pour le maniement du truc. Après l'effort, le réconfort, un concours Top Chef était organisé avec un jury composé notamment de chefs yvelinois. Les sportifs invités étaient chargés de créer un apéro sain avec des aliments locaux. Il y a un joli événement où on fait des trucs pour les gamins. SOS Gazelle est présent, c'est des gens qu'on voit souvent, donc c'était cool de pouvoir rendre l'appareil. La journée s'est achevée sur une vente aux enchères, maillot de match de Messi signé, raquette Roland-Garros ou encore maillot de rugby du Stade français. Au total, c'est 20 000 € qui ont été récoltés. 20 000 € de promesses de dons, c'est pas mal. 20 000 € et je crois avec 10 maillots vendus. Enfin, il y a des maillots vendus, notamment, enchères, donc, notamment celui de Mbappé. Un maillot de Mbappé, vous l'auriez acheté combien? Il y a un maillot de Messi. Moi, vous savez très bien. Moi, vous savez très bien, c'est plus le ballon ovale. Moi, c'est un maillot de Dan Carter. Si vous me trouvez un maillot de Dan Carter, donc. Mais vous dites un prix quand même. Par rapport à Mbappé. Oui, c'était le maillot qu'il portait dans le match qui était très peu de temps avant PSG Nice. Vous êtes Marseillais, donc. moi, je pense que je l'aurais acheté quand c'est quand même Kylian Mbappé. Je l'aurais acheté, 1 500 € à peu près. C'était 5 700 €, je crois, et 5 400 celui de Messi. C'est pas mal du tout. Ça prouve que les gens sont généreux. Messi, c'est une légende et Kylian Mbappé, il est en train d'écrire sa légende, mais je pense que ça va. Les prix vont s'envoler encore plus dans quelques années. Je pense que c'est un bon achat. Et vous serez la star? La star, vous êtes prêt à mettre moi, la star, je pense que ça serait Pelé, je pense. Le roi Pelé. Oui, moi je vous l'ai dit, Dan Carter, grand ouvreur néo-zélandais. Hein. Mais Dan Carter, dans le rugby. Vous allez aller le voir en Nouvelle-Zélande. On va aller le voir en Nouvelle-Zélande, on va essayer. Alors je vous avais promis Xavier Thévenard qui fait son tour de l'Île-de-France, un tour sportif et écologique. En même temps, je crois qu'on a quelques problèmes de liaison, donc on va essayer de rétablir ça. On l'aura peut-être un petit peu plus tard dans cette émission. Pour l'instant, vous avez trouvé de l'essence, vous ? La semaine dernière, j'ai réussi. J'ai fait quand même 1h30 de queue. C'était au Carrefour Chambourcy, pour pas le citer. J'ai fait 1h30 de queue, mais j'ai quand même réussi à avoir de l'essence. Mais là, je commence à arriver un peu sur la réserve. Faut faire attention. Anecdote, mais vraiment incroyable. Moi, j'ai pas fait de queue. Je suis arrivé directement à la station. J'ai pu me servir et repartir. Ça a duré 5 minutes. Il va nous donner son bon plan. Lundi soir, 22h, dans la campagne yvelinoise, Maule, la ville de Maule. Eh bien, je suis passé devant un magasin. Il n'y avait personne, je me suis servi, je suis parti. Ça a duré 5 minutes. Il venait d'être ravitaillé. Je ne sais pas. Et il y avait de l'essence, je ne suis pas au diesel. Alors, suite à votre annonce, il y a une queue de 2 heures à la station de Maule. Alors justement, on s'est dit, ça serait peut-être pas mal de donner des conseils aux automobilistes. Ça va reprendre, mais ça va prendre encore un peu de temps pour dépenser un peu moins d'essence. Et on s'est adressé à Franck Brégion qui est instructeur au circuit Beltoise Évolution. Et c'est un spécialiste de l'éco-conduite. Et voilà, alors Franck Brégion, bonjour. Et je voudrais vous savoir, quels sont vos conseils pour essayer d'économiser le plus possible l'essence dans les voitures? Pour consommer le moins possible, il faut déjà avoir une attitude zen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'énerver, ne pas se laisser influencer par les autres, puisque la conduite économique, ça nécessite un petit peu de gérer les inerties et donc les espaces. Et parfois, il y aura besoin de laisser d'espace, je pense de l'espace notamment quand ça roule mal, puisque ça évite de subir les arrêts fréquents des personnes qui sont devant nous sur un périph' parisien, par exemple. Et l'idée, quand on met de la place par rapport aux véhicules qui sont devant nous, donc du coup, ça limite les arrêts parce que ce qui consomme le plus, c'est de partir de zéro et de redémarrer. Quand le feu au loin, il est rouge, ça vaut le coup parfois de lever le pied un tout petit peu plus tôt. Comme ça, pendant ce temps-là, le feu passe au vert et justement, ça permet de se donner la chance de ne pas avoir à s'arrêter, de continuer à évoluer justement avec un minimum d'arrêt.
Et pendant ce temps-là, en fait, on consomme zéro. Parce que tant que le régime moteur, en fait, continue à descendre, on consomme zéro, puisque maintenant, on a tous des véhicules avec des moteurs à injection. On consomme zéro, ça permet justement de profiter de rien consommer, d'avancer quand même, et d'espérer que le feu vert s'allume, et donc de pouvoir relancer la voiture. D'ailleurs, de plus en plus de boîtes automatiques proposent en fait un mode roue libre, ce qui permet en fait de pouvoir lâcher l'accélérateur encore plus tôt. Alors je sais bien qu'il y a des personnes qui m'entendent vont certainement dire oui, mais quand on met en mode roue libre, le moteur tourne au ralenti. C'est vrai, un moteur qui tourne au ralenti consomme de l'ordre d'environ 1 demi-litre à l'heure. Mais par rapport en fait à l'endroit où on va lâcher l'accélérateur, notamment très tôt, ça permet souvent aussi d'être très bénéficiaire. Voilà, merci beaucoup Franck Brégion. C'est intéressant parce que le circuit Beltoise qui apprend à conduire rapidement avec des voitures de sport. Il y a aussi un très bon circuit de karting. Il y a aussi, je crois que vous avez de très bons souvenirs d'ailleurs sur ce circuit de karting. J'ai un peu gagné le circuit de karting. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que maintenant il y a cette section d'éco-conduite, c'est-à-dire que en effet les gens se demandent comment dépenser un peu moins d'essence. C'est dans l'air du temps finalement. C'est dans l'air du temps. Alors. Évidemment, c'est assez bien de conduire assez souplement, d'anticiper un petit peu, si on reprend un peu ce qu'il dit, d'éviter de s'arrêter, de repartir, parce que ça, c'est terrible. C'est ce qui consomme le plus. Et puis, on le voit très bien, notamment à Paris. Là où on consomme le plus, c'est quand on s'arrête et qu'on redémarre. D'où cette problématique de peut-être de limiter la circulation dans Paris. Enfin, je suppose que vous avez ce sujet, puisque vous êtes à Paris. Mais j'avais discuté avec Franck Brégion un petit peu avant. Il disait aussi rouler très doucement n'est pas forcément signe d'économie d'essence. Il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver à peu près à peu près vers 80, soit entre 50 et 80, ça va. Les limitations à 30, c'est terrible, paraît-il, pour la consommation. Et je crois que on ira voir un peu peut-être chez Beltoise, là, comment ça se passe, les cours qu'ils donnent. Et parce que je crois qu'ils donnent aussi des cours pour les voitures électriques. Parce que là aussi, ça demande de savoir comment ne pas trop dépenser d'électricité quand on est dans une voiture électrique. Parce que si vous tombez en panne dans une voiture électrique, c'est encore pire. Alors, on va ouvrir maintenant la page culture, la page cinéma. Alors, on va commencer par une page cinéma de cinéma classique avec le choix du prof ou le choix du pro. Vous le connaissez bien, c'est Vincent Mirabel. Ah oui, Vincent Mirabel qui a notamment écrit le cinéma pour les nuls. Donc, c'est de quoi il parle. Oui, c'est de quoi il parle. Oui, il connaît très très bien le cinéma. Et là, il va donner toutes les raisons de voir ou de revoir un très très bon film qui est Stalingrad de mon ami Jean-Jacques Hano. Vincent Les Russes sont en guerre. Pas contre l'Ukraine, contre le Troisième Reich allemand. Nous sommes fin 1942, début 1943. Et cette bataille, la bataille de Stalingrad, va marquer les esprits et faire basculer la future victoire des Alliés. Jean-Jacques Hano, le grand réalisateur de La Guerre du Feu et plus récemment de Notre-Dame brûle, va réaliser un film de guerre de prestige. Deux grands acteurs. D'un côté, Jude Law, de l'autre côté, l'Américain Ed Harris. Ces deux hommes vont s'opposer sur le champ de bataille. Ce sont tous les deux des snipers. L'un est russe, l'autre allemand. La guerre est profonde et chacun va être le plus rusé possible pour abattre l'adversaire. Stalingrad, réalisé en 2001, est un film de guerre remarquablement reconstitué. On connaît l'esprit technicien et très méticuleux de Jean-Jacques Hano, et lorsqu'il a voulu reconstituer, il s'est donné les moyens. Et il n'avait qu'un seul regret, je crois, quand j'ai regardé le bonus du DVD, c'est l'authenticité un peu suspecte de l'un des chars du film. Tout le reste est parfaitement reconstitué. Au final, les deux personnages qui sont extrêmement malins l'un et l'autre pour essayer d'abattre leur adversaire vont se livrer un combat épique qui va nous tenir en haleine pendant plus de 2 heures. Et l'on ne voit jamais le temps passer. C'est un film captivant, plus fort à mon avis pour représenter les snipers que le film American Sniper de Clint Eastwood.
Film de guerre, film de thriller à suspense, vous ne vous embêterez pas une seconde. Bon voyage. Merci Vincent Mirabel, il a raison, c'est vrai que Jean-Jacques Hano est un fou du détail. C'est vrai qu'il regarde à ce que tous les détails soient exactement authentiques, enfin comme il les veut. Je sais qu'il avait passé des mois et des mois quand il avait tourné l'Amant à faire repeindre le bateau qu'on voit dans l'Amant de la bonne couleur. Enfin, donc il avait fait peindre, encore repeindre, etc. Et il y a une anecdote qui est plus amusante sur lui, c'est qu'il a commencé avec des films publicitaires. Et un jour, il a fait un film publicitaire, je ne sais plus pour quelle marque c'était, où il y avait un singe. Et ça a été très compliqué à tourner parce que le singe, qui était une guenon, en réalité, est tombée amoureuse de lui. Et donc, elle devenait dingue dès qu'il était dans le champ. Et il a raconté. Donc, ça avait duré c'est absolument impossible de filmer quand il était là. Donc, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Vous l'avez vu Stalingrad, très bon film. Ouais. Je pense que c'est dans mon top 20 des films. C'est un très bon film. Ouais. Très bon film. Il a raison sur les snipers. Ce combat entre les snipers est absolument incroyable. Et le souci du détail, comme vous le disiez, tout est très réaliste. Et puis, alors, on devrait parler dans quelques instants, il n'est pas encore arrivé, mais j'espère qu'il va arriver, avec le directeur du cinéma 7 d'Elancourt, mais il est un peu dans les embouteillages pour l'instant. Non, je voulais lui parler avec lui en effet de la crise du cinéma, puisque vous savez que la fréquentation des cinémas est la plus basse depuis 40 ans actuellement. Alors, on dit beaucoup que c'est les gens depuis la Covid qui veulent plus aller au cinéma, qui sont restés chez eux, qui a la concurrence aussi des plateformes. Il y a peut-être d'autres raisons. J'espère qu'il va venir, Luc Beaucamp, assez vite pour qu'on puisse en parler. En attendant, je vous propose de nous intéresser à un film qu'on a découvert à Cannes, je crois il y a 2 ans. C'est L'Âge d'or. Alors L'Âge d'or, pas celui de Buñuel, mais celui de Jana Suru. Et on prend régulièrement des nouvelles de ce film qui continue à faire sa carrière. Et ben voilà, les dernières nouvelles, elle nous a envoyé une sorte de carte postale, quoi. Moi, je suis actrice. Je joue au théâtre, mais mon rêve, c'est le grand écran. Un film hommage au Saint-Tropez des années 60, une comédie romantique sur l'art qui célèbre la vie et l'amitié. L'Âge d'or est le premier long métrage de Jana Suru. Projeté au Festival de Cannes en 2019, le film poursuit son parcours sur le marché international en naviguant de festival en festival. Dernière en date, l'incontournable CineQuest en Californie. C'est vraiment le rêve américain que je viens de vivre, puisque L'Âge d'or a été sélectionné officiellement à la 33e édition de CineQuest, où il a été projeté 2 fois. Le film a vraiment reçu le succès que j'attendais auprès du public. L'étape des festivals est vraiment cruciale parce que d'une certaine manière, elle peut permettre d'ajuster aussi la promotion du film en fonction des retours, mais aussi elle permet tout simplement d'élargir le public du film. En discussion avec les distributeurs pour que L'Âge d'or soit diffusé, Jana Suru rêve que son film sorte en salle au cinéma. Un parcours féerique pour cette Yvelinoise qui n'a pas oublié sa terre natale. C'est très très important pour moi de pouvoir montrer qu'on peut venir d'un petit village et faire quelque chose de grand. J'ai étudié au collège Pierre de Coubertin et après je me suis envolée vers de nouveaux horizons. Et je crois que c'est important puisque pour moi ça reste en tant qu'artiste, c'est très important de se souvenir de ceux qui étaient présents depuis le début, qui ont aidé parce que la route est longue et elle est plus belle quand on la continue ensemble. Une ascension qui a demandé beaucoup d'implications. Le marché du film, le marché du cinéma est extrêmement compétitif. Et encore plus pour une réalisatrice comme moi, qui suis jeune, qui suis une femme, ça demande finalement d'avoir beaucoup d'amour pour son film. Ce que j'ai envie de raconter, c'est finalement l'histoire du film, c'est de dire que le soutien est très important, célébrer la vie est très important. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi une envie de rassembler les cultures. Je pense qu'il y a un besoin de rassembler les générations, de se retrouver finalement. Et je crois que le cinéma permet de se retrouver. Et j'aimerais continuer ça. 3 ans après, le film continue de se faire une place dans le monde exigeant du cinéma en attendant un jour de pouvoir toucher les spectateurs du monde entier. Voilà, c'est ce portrait de Jana Suru. C'est bien d'essayer comme ça de faire vivre un film quand on a des petits moyens, qu'on n'est pas très connu, mais le film retrouve peu à peu son public. Je trouve ça très beau.
Tout le monde peut faire du cinéma et surtout le cinéma doit être visible pour tout le monde et accessible à tout le monde. Absolument, et elle, voilà, parce que c'est pas facile, elle connaissait personne dans le milieu, elle a fait son film, elle a réalisé. Et de la vallée de Chevreuse, elle est originaire de la vallée de Chevreuse. Elle est originaire de la vallée de Chevreuse. Et on voit que c'est toujours un parcours du combattant quand même. Ça s'appelle donc L'Âge d'Or, comme le film très célèbre alors, de Buñuel, et c'est Jenna Suru, et c'était un sujet de Céline Charles. On va parler de quelque chose de plus grave. Vous savez qu'il y a 2 ans, c'était le 16 octobre, était assassiné dans des conditions absolument terribles Samuel Paty, qui était professeur au lycée de Conflans. Était assassiné dans des collège du Bois d'Aulne. Collège, voilà, qui était assassiné dans des conditions absolument effroyables. Et à cette occasion, pour la commémoration des 2 ans de cet assassinat, nous rediffusons sur la chaîne un entretien que j'avais eu avec l'écrivain David Ninota, qui avait été auteur d'une remarquable enquête très complète sur cet assassinat. Il avait publié un livre qui s'appelle « J'ai exécuté un chien de l'enfer », rapport sur l'assassinat de Samuel Paty. C'était au Cherche Midi, et rapport sur l'assassinat de Samuel Paty, c'était un peu une réponse au rapport des autorités pédagogiques qui avaient fait des rapports sur l'affaire Paty au rectorat. Je vous propose de voir un extrait de cet entretien dans lequel justement il raconte la responsabilité peut-être des autorités de l'éducation nationale. La boucle que je décris, c'est au fond, vous avez donc la situation, quelqu'un qui est pris en chasse par des islamistes et un référent laïcité qui confirme la thèse de l'élève qui n'était pas dans la classe, donc qu'il aurait effectivement froissé ses élèves, qui est une thèse pédagogiquement absurde, mais qui va être, c'est ça qui est incroyable, qui va être validée par le rapport de l'inspection générale. Donc l'inspection générale reprend la thèse du référent laïcité. Donc je dirais presque validée somnambuliquement sans se rendre compte de la contradiction pédagogique que ça représente. Parce que si, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le comportement d'un professeur dépend de la sensibilité religieuse de ses élèves, il n'y a pas d'enseignement laïque possible. Donc l'inspection générale reprend somnambuliquement la thèse du référent laïcité, qui en plus repose sur un témoignage qui est celle de l'élève qui n'était pas dans la classe, en tout cas confirme ce faux témoignage, et va être repris somnambuliquement par l'éducation nationale, puisque l'éducation nationale va s'appuyer sur ce rapport. Donc vous avez une boucle incroyable où personne ne s'aperçoit, un, que la thèse initiale est fausse, c'est-à-dire qu'il n'a pas froissé ses élèves, et deux, que le fait de lui reprocher ça est une contradiction pédagogique. Voilà, je vous propose vous pouvez retrouver évidemment cet entretien sur l'antenne et sur le site de TV78. Et j'aurai bientôt un autre entretien avec Didier Lemaire, vous savez, qui était ce professeur de Trappes, qui a été obligé d'arrêter de travailler parce que, dit-il, il a été menacé de mort. Voilà. Écoutez, comme Luc Beaucrand, un petit aujourd'hui, comme ça c'est normal, c'est le direct qui veut ça, n'est pas encore arrivé, il y a des embouteillages. Et comme notre ami qui fait le tour, Xavier Thévenard, la ligne n'est pas correcte, donc on peut pas la voir. Il faut lui dire de contacter peut-être pour la 5G le vélo de la de 50 ans en Yvelines. Voilà, il faudrait que vous nous fassiez équiper en 5G, ça irait plus facilement. Je vous rappelle peut-être le temps de demain quand même. Oui, est-ce qu'il fait toujours beau demain après-midi? Alors, demain matin, déjà. Demain matin, c'est mitigé, hein. Le matin, il y a des petites pluies, température moyenne 15-16 degrés, hein, selon les endroits des Yvelines. Mais alors, tout d'un coup, vous fermez le parapluie, parfait. Et ça s'améliore l'après-midi. Et là, on va jusqu'à 19 et 20 degrés. C'est pas les sommets des températures en France, puisqu'il y a des régions, dans votre région par exemple, Nicolas. Oui, il fait bon de vivre dans le sud-ouest en ce moment. Oui, mais ça a été jusqu'à 30 degrés aujourd'hui. Hein. C'est même peut-être un petit peu trop chaud. C'est peut-être un peu chaud. Je pense que les Basques aujourd'hui se baignent sur la plage, la côte des Basques, à Biarritz par exemple. Oui, enfin, c'est un peu chaud pour le mois d'octobre. Hein. C'est vrai. Merci à tous les deux, merci à tous de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle édition du 7-8.